Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce Spring Breaking 2, enfin Days 2, Week 2, hein. Voilà, où on va revenir petit à petit sur ce qui s'est passé pendant cet épisode que honnêtement j'ai trouvé plutôt moyen. Voilà, pour être honnête. Il y a des choses que j'ai bien aimées et des choses que j'ai trouvé vraiment osef, quoi. Voilà. Il y a des moments où j'ai pas été très concentré, j'expliquerai sur le moment, mais voilà. On va revenir sur le show. Voilà, même si pour moi Spring Breaking Week 1 était. Du coup, on ouvre sur Trick Williams qui ouvre le show, très très bien accueilli par le public, c'est tout à fait normal. Il va célébrer sa victoire, comme vous le savez, les célébrations de victoire, c'est vraiment des moments que j'aime pas, et je dis pas ça parce que c'est Trick Williams, hein. Allez voir toutes mes vidéos où il y a une célébration de victoire, ou une auto-promo pour se mettre en avant, ou un truc comme ça. Vous verrez que dans 90% des cas, ce sont des promos qui, moi, ne m'intéressent pas, même si ça tombe sur un catcheur ou une catcheuse que j'aime bien. Voilà. Mais c'est vrai que là, ça m'intéresse pas trop. Il va remercier Ilya Dragunov pour tout ce qu'il a fait pour lui. Effectivement, ils ont eu tous les deux beaucoup de matchs très intéressants qui ont finalement mené à la victoire de Trick Williams. Même si, encore une fois, je trouve que la victoire de Trick Williams à Spring Breaking Week 1 était pas du tout leur meilleur match, et pour avoir revu avec mon frère leur match à c'est pas Vengeance Day, un truc comme ça, globalement le match où Carmelo Hayes il trahit Trick Williams, j'ai trouvé que celui-ci était 1000 fois mieux que celui qu'on a eu à Spring Breaking. Après, c'est mon avis personnel. Peut-être que certains vont préférer Spring Breaking, enfin celui de Spring Breaking, parce qu'il y a la victoire, ce grand moment que tout le monde attendait depuis des mois. Mais pour moi, en fait, c'est pas suffisant pour qu'un match il soit bon. Pour moi, il n'y a pas que la victoire qui compte. Il y a aussi tout ce qui se passe dans le match, les interactions avec, enfin pas les interactions, mais les détails qui te rappellent d'anciens matchs. Par exemple, c'est ce qui se passait dans les tout premiers matchs où les deux s'affrontaient, où tu avais des détails sur les matchs précédents, où tu avais telle personne qui avait fait un truc qui était passé, hop, au match suivant, on le compte, machin, on montre qu'on a appris du match précédent et tout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup leurs affrontements. Mais cet affrontement final, j'ai trouvé vraiment très très moyen à côté d'autres matchs qu'ils ont pu faire l'un contre l'autre. Mais voilà, du coup, vraiment, il va remercier Ilya Dragunov et que, à Raw, on espère que tout va très bien se passer. D'ailleurs, je ferai un petit point draft avant la conclusion, parce que il y a des choix dans la draft qui m'ont paru assez particuliers, et j'ai envie de revenir dessus. Ensuite, il y a Lash Legend qui va venir couper Trick Williams avec une enveloppe à la main, et alors là, c'était chiant. Les deux, déjà, j'ai pas trop compris de quoi ils parlaient, parce que j'en avais pas grand chose à faire. Et en plus, au bout d'un moment, ils sont oh tiens, il y a une enveloppe dans sa main. Bah oui, ça fait 3 minutes qu'elle est devant toi avec son enveloppe dans la main, mais bon, c'est que maintenant que tu te réveilles. Du coup, elle dit juste oui, toute la vérité sur toi se trouve dans cette enveloppe, mais il faudra attendre la semaine prochaine. Et oui, parce que juste avant le main event, du coup, on a revu cette fois métaphore au complet, qui du coup, toujours avec leur enveloppe en mode voilà, Trick Williams, si tu veux savoir toute la vérité, et hop, tu es invité au Supernova Session la semaine prochaine. Bref, pas grand chose à foutre de ce début de show. Ensuite, on a eu un très bon match, hein, je me demande même si c'est pas le meilleur match de la soirée, avec un petit botch quand même. Obafemi contre Ivar. Franchement, c'était un match que j'ai beaucoup aimé. Alors, comme je disais, il y a eu un petit botch à un moment donné, au moment de vouloir faire un rebond au niveau des cordes. Ivar a un pied qui a glissé, ce qui fait qu'il a quand même réussi à faire son rebond avec un seul appui, mais ça aurait pu être un peu plus catastrophique si ces deux pieds avaient glissé. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Ils ont quand même réussi à gérer
à gérer le truc, mais voilà, j'ai eu une petite frayeur pour Ivar. Et le match, en fait, ce que je trouve hyper impressionnant, c'est qu'en fait, Ivar, c'est quand même un catcheur plutôt dans la catégorie des poids lourds, hein, sans vouloir être méchant pour lui. De toute façon, Obafemi fait partie de la même catégorie. Mais ce qui me fascine avec Ivar, c'est que c'est un catcheur poids lourd qui catch comme un poids léger. C'est le gars, il monte sur la troisième corde, il te fait des moonsaults, à l'extérieur il monte sur le tablier, et puis il te fait des saltos, enfin bref, le gars, il me fascine. Franchement, il me fascine. Je me dis, le gars, il a vraiment un truc particulier, quoi. En général, les gars de son gabarit, ils restent au sol, ils ont plutôt un style plutôt brut ou technique, ou voilà. Que lui, non. Lui, c'est un physique heavyweight, mais qui catch comme un catcheur aérien, et je trouve ça trop kiffant. Voilà. J'ai pas vu énormément de matchs des Viking Riders, ou même de Ivar tout seul, mais le gars, il me fascine par sa façon de catcher. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup aimé ce match, c'est juste que le gars, il me fascine tellement, Obafemi, il est génial aussi, donc l'un contre l'autre, je passe un bon moment. Alors pourtant, ce genre de match, c'est pas forcément mes préférés, hein. Quand on a vu des Gunther, Sheamus, j'en avais rien à foutre. Tu rajoutes ton extérieur dans le lot, ça me donne pas plus envie de voir. Mais là, le fait que Ivar catch pas comme tous ces mecs-là, je trouve ça beaucoup plus cool. Voilà. Au final, Obafemi va quand même conserver grâce à sa powerbomb très puissante. Il a bien levé Ivar dans les airs, c'était incroyable. Et du coup, après match, on a le moment que je préfère de toute la soirée. Voilà, pour moi ça surpasse tout. C'est le retour de Wesley qui est génial. Je m'y attendais, mais pas du tout, parce que je me suis pas fait spoiler sur internet. Parce que j'avais vu un moment sur Instagram, ils ont mis une vidéo du retour de Wesley, sauf que, en gros, moi je voyais au début, en gros, t'as juste Obafemi, et puis t'as juste marqué No Way. Et la façon que c'est fini, je me suis dit, oh putain, va y avoir un retour, faut que je passe à autre chose, sinon je vais me faire spoiler un truc. Et j'ai bien fait de ne pas me faire spoiler, parce que j'aurais été dégoûté de ne pas avoir cette surprise. Le retour de mon catcheur préféré de NXT, Wesley. Ça fait plaisir, en plus il revient par le public, voilà, un peu comme un héros du peuple, pour reprendre l'expression qui concerne The Rock, mais je trouve que ça fonctionne très très bien. T'as tout le monde qui est là, qui scande son prénom et tout, c'est juste génial. Le retour de Wesley est juste génial, et je me demande si après tout ce combat, parce que forcément backstage Wesley il va tomber sur Ivar, et Josh Briggs va être en mode bon voilà, je suis de retour, je vais essayer de récupérer ce titre qu'on m'a enlevé par tricherie, puisque je crois que c'est Rhea Ripley qui avait agressé Wesley pendant un match et que Dominic Mysterio avait récupéré la ceinture. Et ensuite, quand Wesley avait gagné l'opportunité de se battre pour ce titre, il s'est blessé, donc il n'a jamais pu vraiment combattre Dominic Mysterio. Et du coup, il revient, il veut récupérer ce titre. Et du coup, il y a Josh Briggs et Ivar qui disent on n'en a pas terminé avec Obafemi. Donc, Wesley il est en mode bon, ok. Donc, il y aura sûrement à nouveau des matchs pour que l'un des trois aille affronter Obafemi. Et honnêtement, je ne serais pas étonné que Wesley batte Obafemi. Alors, je me base sur pas grand chose, mais quand Obafemi fait son entrée, et on a les deux champions qui se font face, parce que Trick Williams il quitte le ring à ce moment-là, et les deux se font face, ils se regardent et tout, et là tu te dis, ouais, Obafemi, Trick Williams pour le titre de NXT dans quelques mois, je veux voir ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'Obafemi perde le titre, en même temps, qui est de mieux que Wesley pour battre Obafemi? Je veux dire, la foule elle serait mais tellement heureuse, et moi le premier forcément, mais de voir Wesley soulever à nouveau ce titre nord-américain qui lui allait tellement bien, tous ces matchs étaient excellents. Enfin voilà, pour moi Wesley fait partie des rares catcheurs où à chaque fois les matchs ils sont soit très bons, ou même les moins bons matchs c'est quand même divertissant, donc voilà, très très heureux de son retour.
Ensuite, on a eu un match qui m'a pas trop intéressé, mais où j'avais des soupçons sur ce qui allait se passer après, et j'ai eu raison, puisque on a Thea Hale contre Jessie Jane, et au moment de venir au ring, tu sens que Fallon Henley, ça lui fait pas trop plaisir, tu vois qu'elle a la flemme de venir. C'est bon, allez, je t'accompagne parce que tu m'obliges, mais j'ai pas trop envie. Je me suis dit, ça pue, ça pue la trahison, ça. Et du coup, on a un match plutôt honnête, hein, malheureusement, on a une pub en plein match. D'ailleurs, on a eu des pubs dans quasiment tous les matchs, c'était insupportable. Là, on a eu une pub dans le match, mais en soi, c'était sympa. On a deux bonnes catcheuses, elles sont données comme d'habitude. C'est pas un grand moment, mais c'était sympa. Voilà. Et du coup, on va avoir une intervention à l'extérieur du ring. Hein. On a comment elle s'appelle, Jazz qui va tenter d'agresser Thea Hale en dehors du ring. Et au moment de vouloir lui porter son coup de pied, la moitié retournée, du coup, c'est pas Thea Hale qui est là, c'est Fallon Henley qui va se le prendre dans la gueule. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris parce que j'ai réalisé qu'au moment où Jasmine a fait son coup de pied tourné, je me suis dit, mais pourquoi elle est pieds nus? Je comprends pas. Je veux dire, encore elle combattrait, et puis qu'elle avait un style judo, karaté, machin, je me dirais, bon, ok. Mais là, la meuf, elle vient juste pour accompagner Jessie Jane, et elle se promène pieds nus dans une arène où t'as des dizaines et des dizaines de personnes qui sont passées, où le sol il doit être dégueulasse, et non, elle se promène pieds nus. Ok, je n'ai pas compris le délire. Après, peut-être qu'elle est arrivée en chaussures à talons, une connerie du genre, et pour le coup de pied c'était plus simple d'être pieds nus, mais en tout cas, sur le coup je me suis dit, mais what? Pourquoi? Je comprends pas. Mais bon, en tout cas, elle va agresser Fallon Henley. En remontant dans le ring, Thea Hale va réussir à prendre le dessus sur Jessie Jane et gagner grâce à une Kimura, puisque Jessie va abandonner, et donc l'intervention de Jazz n'aura servi à rien. Après match, du coup, on sent que Fallon Henley est pas si contente, hein. Les Chase You, ils célèbrent entre eux, c'est un peu comme si elle était pas là, hein. Elle est là, mais c'est un peu comme si elle était pas là quand même, donc voilà. Il y a même un moment où André Chase il va lui mettre un coup de coude ou un truc comme ça, mais sans voir qu'elle est là. Quand il y a un moment il recule, un truc comme ça, il tape dans Fallon Henley, mais il fait même pas attention qu'elle est là et tout. Et au moment où Chase You veut descendre, Fallon l'attrape Thea, elle la refout dans le ring, elle met une grosse droite dans la gueule. Et un peu plus tard dans le show, il y a Kelly Jordan qui essaye de la raisonner, et puis elle dit, ça y est, j'en ai marre, maintenant je veux penser à moi en priorité. Et du coup, on est sur un petit heel turn de Fallon Henley. J'attends quand même ses explications, parce que c'est vrai que là, je veux dire, sur l'épisode là, ça se sentait qu'elle allait trahir. Honnêtement, moi je l'ai senti, je me suis dit, oula, il y a un truc dans son caractère qui est particulier, ça sent la trahison. Mais ce qui serait bien maintenant, c'est de savoir pourquoi. Et bon, c'est pourquoi hein, on a enlevé Blair Davenport, on n'a pas de Cora Jade, on a enlevé Kiana James, donc on est en train de perdre pas mal de heals assez importants, donc forcément il faut en créer des nouveaux, parce que dans les heals il ne reste que Jessie Jane et Lola Vice sur les grosses heals, donc forcément il faut en créer des nouvelles au vu de toutes les faces qu'il y a à côté. Donc voilà, bon. Petit moment qui était sympa, et j'avoue que même si j'ai pas été le plus à fond dans ce match-là, j'avoue que je suis plutôt pressé de savoir la suite de l'histoire sur pourquoi Fallon Henley a trahi Thea Hale. Ça m'intéresse. Ensuite, on a un match dans lequel je ne suis pas rentré du tout, c'était The O.C. contre Thierry Kigwe et Tyson Dupont, où les deux hommes ont eu une vidéo présentation pour dire qu'ils allaient commencer cette semaine à NXT, du coup qu'ils viennent de Level Up. Voilà, un peu comme on a eu avec Evans, je me souviens plus de son prénom, mais vous voyez de qui je parle. Et voilà, du coup, ils viennent de Level Up, ils font leur début là. Et j'avoue que j'ai pas été attentif au match déjà, parce que The O.C. c'est pas forcément une équipe que j'aime trop suivre.
Après, avec des catcheurs qu'on connaît pas, ben voilà. Euh, Après, du peu que j'ai vu, c'était plutôt sympa. Mais surtout, c'est que si je me suis pas trop investi dans ce match parce que je réglais en même temps des problèmes pour mon stage. En gros, pour faire simple, pour mon stage, j'enregistre des étudiants et étudiantes norvégiennes, surtout des norvégiennes parce qu'il n'y a qu'un seul norvégien dans le lot, qui discutent en petits groupes avec un francophone. Et du coup, on les enregistre 3 fois dans l'année pour pouvoir étudier plein de choses, dont notamment, si plus tard des gens veulent étudier la progression, euh, bah, ils pourront le faire, voilà. Et le truc, c'est que il y a un groupe que moi je gère et que on doit faire leur troisième enregistrement. Et là, c'est le bordel parce que on a le francophone qui nous dit bon bah moi du 6 au 22 mai je suis en vacances puisqu'il s'était basé sur le fait que certains étaient dispo le 27 mai même s'il manquait une personne qui n'avait pas encore donné son avis, mais il s'était dit on est déjà 2 sur 3 à être d'accord donc c'est que ça devrait être ça. Sauf que bah du coup on apprend que non, donc lui du 6 au 22 il est pas là, ensuite du 22 au 26, 27, enfin oui 27 parce que le 26 c'est un dimanche, du 26 au 27, et, enfin du 22 au 27 du coup c'est le responsable de la radio dans laquelle on fait les enregistrements qui n'est pas là, et du coup après bah, le 27, une des deux norvégiennes rentre en Norvège. Donc on se dit mais comment on va faire parce qu'en fait à aucun moment en fait, on peut faire l'enregistrement avec les trois ensemble, puisque bah, là, cette semaine, le responsable de la radio est pas dispo. Enfin bref, c'est chaud. Donc j'étais en train de chercher des solutions sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on remplace une des norvégiennes? Est-ce qu'on remplace le français? Est-ce qu'on abandonne la radio pour ce troisième enregistrement et on fait ça avec un dictaphone, alors qu'on a une superbe radio avec des enregistrements hyper quali à l'université. Bref, du coup, comme ma camarade, puisqu'on est deux à bosser sur ce projet, m'a répondu, je crois, juste avant le match, bah, du coup, on était en train de se parler. Du coup, bah, là, j'avoue que malheureusement, pour les débuts de Tyriek et Tyson, bah, j'étais pas du tout concentré. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être une équipe qui fera du bon taf, hein. D'ailleurs, s'ils les ont passé de level up à NXT, c'est qu'ils ont suffisamment confiance pour les mettre à ce niveau-là. Après, avoir avec le temps ce qu'ils vont en faire, parce que bon, déjà ils n'ont pas eu le droit à avoir une entrée. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils aient aussi eu une entrée complète. Je crois qu'on a vu que la fin de leur entrée. Bref, tu sens que même NXT a pas non plus d'essayer de mettre trop en avant ce match-là, et c'est très dommage. Et j'avoue que pour les nouveaux, j'ai hâte de voir la suite pour vraiment me faire une idée de ce qu'ils valent. Ensuite, on a eu une annonce de Ava Rain, hein, qui annonce qu'à NXT Battleground, donc je sais plus quand est-ce que ça aura lieu, on couronnera la première championne nord-américaine. Elle annonce qu'il y aura 6 matchs de qualification et qu'ensuite les 6 qualifiés s'affronteront dans un ladder match à Battleground pour couronner la toute première championne nord-américaine. Entre deux, enfin après ça, il y a un truc que je déteste. C'est pas la première fois qu'ils le font, mais c'est un truc que personnellement je n'aime pas. C'est que plusieurs participantes, hein, ou futures participantes, puisque les participants n'ont pas été encore annoncés, mais on se doute que ces gens-là en feront partie. Mais globalement, tu as tout le monde qui vient un par un, chacun son tour en mode oui, moi je vais gagner le tournoi, là j'aurai la ceinture machin, puis après t'as l'autre, oui, non, c'est moi. Je déteste ça, honnêtement je déteste ça. Parmi celles qui viendront au ring, on aura Jada Parker, Sol Ruka, Ariana Grace et Michin. D'ailleurs Ariana Grace qui a été la meilleure des 4 au micro pour moi, parce que elle m'a trop fait rire en mode quoi, un match de l'échelle, mais c'est trop dangereux, on va voltiger, on va tomber de plusieurs étages, enfin de très haut machin et tout. Elle m'a énormément fait rire. Bon, on a Michin, hein, qui apparemment est transféré du côté de NXT pour l'instant, hein. Bon, je doute qu'elle gagne, mais en tout cas, elle va pouvoir mettre en avant la jeune génération. Et en même temps, c'est pas déconnant, sachant que Z aussi est là également et que Michin est associé à Z aussi, c'est pas déconnant qu'elle soit là. Et ensuite, après, t'as plein d'autres meufs qui arrivent, grosse baston dans tous les sens, après que Michin ait frappé Ariana Grace.
Et dans le lot, il n'y a que Carmen Petrovic que j'ai remarqué, mais voilà. Et du coup, j'ai assez hâte effectivement de découvrir qui sera cette toute première championne nord-américaine. Et je vois beaucoup de messages sur internet de gens qui disent oui, il faut vraiment la ceinture des États-Unis et intercontinentale pour les femmes dans le roster principal. Je suis plutôt d'accord. Mais bon, je pense que ça viendra petit à petit, faut pas tout précipiter. Voilà, je pense qu'avec le temps, ça viendra, vous inquiétez pas. Ensuite, on est passé à un match pareil où j'en avais pas grand chose à faire parce que l'histoire m'intéresse pas. Ridge Holland contre Shawn Spears. Je pense que la rivalité va se terminer après ce match. Je vois pas pourquoi elle continuerait au vu du finish. Mais voilà, match. En vrai, j'en ai aucun souvenir. Je l'ai vu il y a moins de 10 heures, mais j'en ai pas vraiment de souvenir. Je me souviens que Ridge Holland il termine le match avec son DDT vraiment de manière clean. Donc je pense que c'est terminé. D'ailleurs, il va un peu discuter avec André Chase backstage, enfin dans l'infirmerie, je pense, une délire comme ça. Mais voilà, honnêtement, j'ai pas trouvé ça divertissant en fait cette histoire-là. M'intéresse pas du tout, donc à voir ce qui va se passer pour la suite pour Ridge Holland et Shawn Spears dans leurs prochaines histoires, en espérant que ça soit un peu plus passionnant. Ensuite, on a eu un match par équipe qui était vraiment cool, voilà, à part le finish qui je trouve gâche tout, honnêtement. C'est les AOP contre Nathan Fraser et Axiom pour les titres par équipe de NXT. Et le match en lui-même, il est plutôt sympa. Bon, on a les heels qui dominent pas mal le match. Axiom et Fraser vont faire leur truc habituel, les sauts à l'extérieur, machin. Bon, c'est plutôt sympa. Mais je trouve que le finish est un peu dégueu. Puisque en fait, pour le finish, on a Scarlett qui va intervenir. Et Karrion Kross également, et du coup l'arbitre va les renvoyer backstage. Sauf que du coup le temps qu'il les renvoie backstage, ça laisse le temps au AOP de garder le dessus. Et du coup il y a New Catch Republic qui va en profiter pour intervenir afin d'aider Axiom et Fraser, et ce qui va permettre à Axiom, suite à un kick de Fraser, de faire une sorte de petit paquet et de remporter le match. Et du coup, je trouve que c'est pas terrible parce que c'est quand même la première défense de titre de Axiom et Fraser, et ils sont incapables de s'en sortir eux-mêmes, quoi. Vraiment, ils gagnent sur une sorte de petit paquet, et en plus parce que les New Catch Republic sont venus les aider. Et je trouve que c'est très moyen, là où tu voyais que Baron Corbin et Braun Breaker, ils n'avaient pas besoin d'aide pour gagner, quoi. Il y avait un truc sur leur chemin, Spear, et puis c'est bon, c'était fini. Enfin, End of Days et Spears. Mais là, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on a des nouveaux champions, mais ils sont pas construits forts du tout. Ils se font quasiment déglinguer plus de la moitié du match, et à la fin ils gagnent parce qu'on les aide, et sur une sorte de petit paquet. Franchement, pour une première victoire des champions par équipe, je trouve que c'est pas terrible comme façon de gagner. C'est mon avis personnel, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment nul. Ensuite, on a eu le main event, donc Natalya contre Lola Vice dans un NXT Underground match, donc le tout premier NXT Underground match féminin. Et le match, en vrai, il était plutôt sympa. Bon, Natalya, elle a pas compris le but d'un match underground, puisqu'elle va t'envoyer des souplexes ou des trucs comme ça. Là où Lola Vice va vraiment combattre comme une vraie combattante, elle va tenter de la soumission, elle va envoyer des coups de pied, des coups de poing et tout. Natalya aussi va plus ou moins en faire, mais quand elle a envoyé les souplexes à l'extérieur, je me suis dit mais putain, c'est pas le but de ce genre de match, c'est pas de faire du catch. C'est censé faire un truc qui se rapproche plus ou moins de combats clandestins, quoi, de trucs où voilà, il n'y a pas de règles, tu fais ce que tu veux jusqu'à ce que l'autre il soit KO et tout. Et quand elle a fait ça, je me suis dit mais elle est trop conne. Voilà, bon, je respecte beaucoup la carrière de Natalya, il n'y a pas de souci. Mais sur ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est conne. Je me suis dit t'es pas là pour faire des souplexes, t'es là pour envoyer des droites, des soumissions. En plus, t'as quand même une prise de soumission en finish, donc
On veut pas te voir faire des souplexes, on s'en fout. Euh, et voilà, surtout que juste avant, t'as un entraînement. Alors ce qui est marrant, c'est que on voit un peu durant l'épisode l'entraînement de Lola Weiss avec les coups de poing dans les sacs. Bon, ça, j'ai fait ça quasiment tous les lundis cette année. Et ensuite, t'as l'exercice de Carmen Petrovic qui, pareil, apprend à Natalia, enfin montre à Natalia, entraîne Natalia pour donner des coups de poing, parer des coups de pied et tout. Bon, c'est des exercices que moi j'ai déjà fait aussi, alors différemment, parce que en boxe française on ne pare pas les coups de pied, enfin si, s'ils sont en hauteur tu peux les parer avec tes coudes, mais quand ils sont bas tu dois les esquiver et pas les contrer. Et dans le cas des coups de poing, par contre, nous on fait vraiment ça aussi en boxe française. Ah, la seule différence, c'est que nous on fait ça avec les gants, mais c'est carrément le même exercice. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que les exercices étaient vraiment tournés vers la boxe ou les sports d'arts martiaux dans ce style-là, boxe, kickboxing, enfin tous ces trucs-là. Mais une fois sur le ring, il n'y a pas tant de choses que ça, par exemple du côté de Natalia, qui ont été gardées. Alors effectivement, on l'a vu à un moment utiliser le contre avec sa jambe pour contrer un coup de pied et tout, mais genre on l'a vu faire ça qu'une fois. Envoyer des droites, et elle a pas fait ça si souvent que ça. Natalia a plus fait du catch ou de la soumission, ça par contre la soumission c'est très bien, que du combat. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Dans la globalité, le combat est quand même bien. Franchement, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment très très bien. Donc après, je m'en plains pas trop. Voilà, il y a des trucs qui étaient complètement cons dans le match, mais dans la globalité, c'était un bon match. Même si le finish, comme le match précédent, le finish est catastrophique. Vraiment, le finish, c'est Shayna Baszler qui étrangle Carmen Petrovic avec sa soumission là, qui a fait là dans le dos. Du coup, Natalia, elle est sur le point de faire abandonner Lola Weiss avec le Star Shooter. Je sais jamais comment on le dit, donc voilà, on va se contenter de ça. Et qui du coup, Natalia, alors qu'elle est sur le point de faire abandonner Lola Weiss, elle va lâcher la prise pour aller attaquer Shayna Baszler pour sauver Carmen Petrovic, alors que elle avait clairement le... Enfin, je veux dire, c'est qu'une prise de soumission, je veux dire, ça va pas tuer Carmen Petrovic d'être endormi 2 secondes, quoi. Et l'autre, voilà, elle fait le pire move qu'il peut y avoir, aller sauver Carmen Petrovic, ce qui fait que quand elle revient dans le ring, elle se prend un vieux coup de coude retourné de Lola Weiss, et l'arbitre, sans forcément plus de raison que ça, il fait hop, le match est terminé, elle est KO, alors que techniquement elle est pas vraiment KO. Nathalie, on la voit bouger et tout, mais voilà, victoire de Lola Weiss. J'ai mis par choix de l'arbitre, parce que pour moi c'est clairement un choix de l'arbitre. À aucun moment Natalia est réellement KO ou a abandonné, donc bon. Le finish est un peu décevant. Je me doutais bien que tu fais un premier match comme ça, t'as une jeune catcheuse, une légende, on se doute bien que c'est la jeune catcheuse qui va gagner, mais je sais pas, faites un beau truc, un beau finish. Là, t'as tout le combat qui est plutôt cool, et juste le finish qui est complètement raté, et c'est très très dommage. Avant de conclure, on va mentionner vite fait la draft. Avec les noms, alors j'en ai retenu certains, j'en ai peut-être oublié, mais bon, si j'en ai oublié, c'est pas très très grave, puisque l'essentiel de ceux dont je veux parler sont présents ici. Un des draftés, c'est Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, on s'y attendait tous. Honnêtement, Carmelo Hayes, je suis plutôt confiant sur son avenir, dans le sens où il a fait des bons débuts. Il est arrivé, il a fait un très beau match contre Finn Balor à Raw. Il a fait un bon match contre Grayson Waller à SmackDown. Quand il est à peine arrivé, je sais plus où il est drafté, mais à peine arrivé, il fait un match de championnat contre Cody Rhodes, qui apparemment était un bon match. Donc, je veux dire, pour l'instant, Carmelo Hayes, je trouve que ça va. Je pense qu'il a un bon avenir s'il est bien utilisé. Ça, c'est toujours le gros problème.
Ensuite, Braun Breaker, Braun Breaker pareil, on s'en doutait tous, pareil, il a fait quelques squash du côté du roster principal, il était vendu comme la superstar machin à venir. Mais Braun Breaker, j'avoue que j'ai un peu peur pour lui, parce que c'est vrai que Braun Breaker, il est vendu comme un homme fort et tout ça, côté du roster principal, mais le problème c'est que le mec, il fait que des squash. Et on ne travaille pas une rivalité ou quoi que ce soit, et ça fait un peu peur. Voilà, on verra ce que ça donnera avec le temps, mais pour l'instant j'ai un peu peur pour l'avenir de Braun Breaker, parce qu'il a beau être vendu avec la signature de contrat, voilà, on fait des grosses caméras sur lui, mais en attendant, sur le ring, on n'en fait rien, parce que clairement, juste le montrer faire des squash, ça montre pas au public du roster principal ce qu'il est réellement capable de faire. Donc pour l'instant, Braun Breaker, j'ai un peu dubitatif. Ensuite, on a Blair Davenport. Donc Blair Davenport, je pense qu'elle peut faire des très bonnes choses dans la division féminine, qui est pas terrible dans le roster principal. Et je pense que Blair Davenport, elle peut apporter un truc. Pourquoi pas essayer de la repackager en face, je sais pas. En tout cas, elle fait du très bon travail en tant que heel. Mais voilà, j'ai hâte de suivre son aventure. Moi, je connaissais pas Blair Davenport avant qu'elle arrive à NXT, mais je l'ai tout de suite aimé. Et j'ai hâte de voir petit à petit ce que va donner la suite de son aventure. En espérant qu'elle sera bien utilisée, parce que la division féminine, elle est pas terrible. Et le fait de ramener des meufs de NXT dans le roster principal, ça n'aide pas à l'améliorer. On voit que Alba Fire et Ayla Dawn, ils ont jamais fait grand chose avec. Et même la plupart des autres, quand on pense à Piper Niven, c'est pas non plus terrible ce qu'ils font avec. Bon, Chelsea Green, je sais pas si elle était à NXT, mais bon, voilà, je pense à elle parce qu'on l'a vu dans l'épisode, mais bon. Voilà, en fait, les seules femmes venant d'NXT qui s'en sortent réellement bien, c'est celles qui ont fait partie de, on va dire, de l'âge d'or, les pardon, les Becky Lynch, Bayley, Asuka, Charlotte Flair, Sasha Banks elle est plus là, mais vous voyez ce que je veux dire. On a Io Shirai qui s'en sort très bien, contrairement à Raquel Rodriguez. Bref, je sais même plus c'est quel nom qu'elle a, Raquel au roster principal, mais bref. Shayna Baszler qui était incroyable du côté de NXT, voilà, qu'on a totalement gâché dans le roster principal. Ça, j'en voudrais toujours au roster principal d'avoir gâché Shayna Baszler. Rhea Ripley qui s'en est bien sorti également. Mais c'est vrai que dès qu'on prend sur la génération NXT 2.0, il n'y en a pas vraiment une qui ressort du lot actuellement dans le roster principal. Donc j'espère que pour les choisis là, et même pour celles qui sont gardées comme Alba Fire et Ayla Dawn, qui vont vraiment bien les travailler, parce que c'est chiant. Je pense que Catalina et Kaiden Carter, elles ont fait 2-3 trucs cool, et puis depuis un moment elles sont absentes. Bon, voilà. Ensuite, on a Ilya Dragunov. Ilya Dragunov, fallait s'y attendre. Une fois que le gars a perdu son titre, c'était logique qu'il allait être pris dans la draft. En plus, de mémoire, il est dans le même roster que Gunther. Bref, très très hâte de voir ce que Dragunov fera. Pareil, s'il est bien booké, le mec, il fait rarement des matchs mauvais, donc il peut que exploser dans le roster principal. Ensuite, on a Lyra Valkyria. Lyra Valkyria, pareil, il y a des très bonnes choses à faire, je pense, avec elle. En plus, c'est une catcheuse qui est incroyable. Pareil, perdu son titre juste avant la draft, ça m'étonne pas. Braun Breaker, c'était pareil. Bref, de toute façon, tu sens que tous ceux qui ont perdu leur titre avant la draft, tous ont été draftés. Donc, c'est à se demander si on n'a pas stoppé les reigns justement pour ça. Et Lyra Valkyria, à nouveau, s'il y a des choses à raconter, je pense qu'il y aura les moyens. Il y a toujours des trucs à raconter avec Becky Lynch, celle qui a détrôné Becky Lynch, qui aujourd'hui, Becky Lynch est championne du monde poids lourd. Il y aurait pu avoir des choses à raconter avec Xia Li, parce que je crois que Xia Li, elle avait affronté Lyra Valkyria ou Roxanne Perez pour le titre de NXT. Mais bon, maintenant que Xia Li, je sais qu'elle a été libérée, mais je veux dire, si elle avait été encore là, il y aurait eu des choses à raconter. Si je me trompe pas, de championne sur le moment où Xia Li était à NXT. Voilà, je pense qu'avec Becky Lynch, il y a déjà des choses à raconter. Parce que Lyra Valkyria peut facilement se ramener et dire: hey, moi je t'ai détrôné pour le titre de NXT, maintenant je veux une chance pour le titre du monde poids lourd. Bon,
faudrait quand même caler un rite initiatique pour arriver jusque-là, mais voilà, on peut facilement nous refoutre du Lyra Valkyria Becky Lynch. Moi, je dis pas non tant qu'il y a Lyra Valkyria Becky Lynch. J'avoue que plus le temps passe, plus voilà, ça me saoule un peu de l'avoir au sommet, alors qu'on pourrait avoir d'autres catcheuses championnes. Parce que après, quand les catcheuses comme Becky Lynch, comme Charlotte Flair, comme Bayley et Sasha Banks, Asuka, tout ça vont prendre leur retraite. Après, les gens vont se plaindre, oui, il n'y a pas de star power, machin et tout, mais en même temps, Triple H ou Vince McMahon avant ne créaient pas de nouvelles stars, ils cherchent pas à mettre en avant du nouveau star power. Et c'est un peu embêtant. Et je pense que ce qui peut créer du star power, c'est justement d'avoir des championnes bien construites, notamment comme... alors j'ai pas envie de dire comme Rhea Ripley, parce que son règne de championne était vraiment à chier. Hein. Je me fais souvent taper sur les doigts sur internet quand je dis ça. Alors pas sur YouTube, mais plus sur Facebook. Mais en même temps, c'est vrai. Le personnage de Rhea Ripley, il est incroyable, le personnage de Mamie, mais son règne, c'est de la merde. Faut le reconnaître. Au bout d'un moment, les fanboys de Rhea Ripley, faut reconnaître que son règne, il était à chier. Bref. Mais en attendant, elle a été construite très fort, elle a été construite très forte à NXT, elle est arrivée, on l'a gardée très fort dans le roster principal, et aujourd'hui, quand on pense au star power chez les nouvelles stars, c'est à Rhea Ripley qu'on pense automatiquement. Et le truc, c'est qu'il faudrait que d'autres catcheuses soient construites, pas forcément exactement comme Rhea Ripley, mais est-ce qu'on crée une aura autour de ces catcheuses? Il y avait clairement le moyen de le faire avec Shayna Baszler, et ils sont totalement passés à côté. Et là, chez les jeunes catcheuses, que ce soit du Lyra Valkyria, de Blair Davenport, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Chez les hommes, ils arrivent plus ou moins à créer du star power. Ce serait bien qu'ils fassent pareil chez les femmes. Bref, donc très curieux de voir ce qui se passera du côté de Lyra Valkyria. Et pour ceux qui ont suivi NXT, très clairement, elle a de quoi se positionner sur la route de Becky Lynch. Les deux derniers, c'est ceux qui m'inquiètent le plus. Kiana James. Je suis un grand fan de Kiana James, pareil, dès que j'ai découvert, j'ai adoré Kiana James, mais je me demande si c'est pas trop tôt pour elle, parce que c'est une très bonne catcheuse, elle est vraiment géniale dans le ring, mais est-ce qu'elle va être adaptée au roster principal? Je sais pas, je me demande si c'est pas trop tôt. Après, on va me dire, oui, il y a Tiffany Stratton qui a peut-être autant, voire un peu moins d'expérience sur le ring. Et Tiffany Stratton, ça marche très bien. Donc effectivement, si ça marche bien avec Tiffany Stratton, pourquoi ça ne marcherait pas avec Kiana James? Voilà, on peut se poser la question. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est en termes de personnage, parce que Kiana James, si tu la fous dans le roster principal, tu es obligé de la repackager. Tu peux pas la garder dans ce personnage de femme d'affaires un peu... comment dire, femme d'affaires sans cœur, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui veut tout racheter et machin. À NXT, ça marchait bien, parce que t'avais Fallon Henley qui avait son bar, toute cette histoire autour du fait de récupérer le bar, en prendre le contrôle et tout ça, c'était plutôt sympa, ça fonctionnait bien, en plus NXT se prête très bien au fait de tenter des choses avec des personnages, mais le roster principal, tu peux plus réellement tâter le terrain comme à NXT. Dans le roster principal, ils sont censés avoir des gens confirmés, avec des personnages confirmés. Bon, les persos de roster principal sont pas toujours incroyables, hein, mais ils sont quand même censés être beaucoup plus travaillés que à NXT. Et du coup, un personnage comme Kiana James, la businessman qui veut racheter des entreprises ou quoi que ce soit, ça peut pas marcher dans le roster principal, puisque il n'y a pas de femmes qui possèdent des choses. Enfin, je veux dire, dans la réalité, ces femmes-là, elles possèdent tous des fortunes ou des trucs, mais en termes de personnages, aucune ne possède un bar, un immeuble, je sais pas, un resto ou quoi que ce soit. Je trouve que d'ailleurs c'est plus à NXT qu'on a des lieux extérieurs comme le bar. Il y avait le barbershop du côté de Carmelo Hayes, bon, qui lui appartenait pas, mais où il était souvent là-bas. Il y avait aussi avec Braun Breaker et dans sa rivalité avec Apollo Crews, il y avait un petit café où ils allaient tout le temps, enfin bref. Du coup, dans le cadre d'NXT, le personnage de Kiana James fonctionnait bien. Dans le cadre du roster principal,
beaucoup moins. Et surtout que Kiana James, le truc c'est qu'elle fait pas autant parler qu'une Tiffany Stratton, qu'une Lyra Valkyria qui a battu Becky Lynch pour son règne d'NXT, Blair Davenport, hein, pareil, tu veux la vendre, bah tu la vends facilement en étant la meuf qui a blessé une tonne de personnes et tu la construis forte comme tu n'as jamais construit Shayna Baszler. Tu as de quoi faire avec elle. Avec Kiana James, vraiment, je suis vraiment inquiet parce que je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Je sais pas si elle est à Raw, parce que maintenant je vois l'image où elle a la casquette de Raw et tout. Enfin, le t-shirt et la casquette. D'ailleurs, je l'avais même partagé sur Instagram tellement j'étais content pour elle et en même temps très inquiet. Parce que Kiana James, à mon avis, comme le public doit pas beaucoup la connaître, euh, bah, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. J'espère que ça le fera, que le public va réussir à accrocher à elle, même si elle est en heel, qu'ils accrochent en elle en la détestant, comme avec Dominique ou quoi que ce soit. Ça nous va, parce que ça voudrait dire que même si les gens la huent et tout, c'est-à-dire qu'ils sont quand même impliqués dans ce qu'elle fait. Donc voilà, j'ai un peu peur pour Kiana James, parce que je l'adore, mais curieux de voir ce que, entre guillemets, Adam Pearce va faire avec elle. Et le dernier, celui qui est sûrement le catcheur qui m'inquiète le plus dans cette draft, c'est Dijak. Pourquoi Dijak il m'inquiète? Eh ben, tout simplement parce que Dijak, c'est pas la première fois qu'il finit dans le roster principal. Dijak, de mémoire, il a fait partie de ce fameux clan qui a été un pétard mouillé, Rétribution. Voilà, qui était dirigé par Mustafa Ali de mémoire. Et parmi les hommes de Mustafa Ali, on avait le fameux Dijak. Bon, qui à l'époque ne s'appelait pas Dijak, c'était Dominik Jovakovic. Non, si, un truc comme ça, Jovakovic. Bref, qui est devenu Dijak en revenant à NXT. Mais le truc, c'est que Dijak, j'ai eu du mal au début, j'ai fini par beaucoup apprécier avec ses derniers matchs qui étaient incroyables, notamment sa rivalité avec Joe Gacy, que j'ai beaucoup aimé. Mais le truc, c'est que quand on voit qu'il a déjà été amené au roster principal, que ça a été un gros raté, que c'était mauvais de chez mauvais, il y avait vraiment rien à faire, il était hyper mal utilisé, parce que c'est pas de sa faute, hein. Le truc de Rétribution, c'était vraiment mauvais, son personnage était mal écrit, on lui a pas donné l'occasion de briller. Là, on le remet dans le roster principal, je sais pas si c'est à Raw ou SmackDown, hein. Voilà, de toute façon, il y a que pour Kiana James où je me souviens où elle est envoyée. Mais, mais je veux dire, pour Dijak, j'espère qu'ils sauront bien l'écrire. Pareil, il a un personnage très particulier. Je sais pas si ça passera dans le roster principal ou pas. On verra. Mais je lui souhaite juste que pour la deuxième fois qu'on l'envoie du côté du roster principal, que cette fois ça se passe bien, que cette fois ce soit pas un pétard mouillé, parce que il a ce qu'il faut pour être dans le roster principal. Maintenant, il faut juste que Triple H et ses scénaristes se donnent à fond, se tirent les doigts du cul et l'utilisent bien cette fois. Voilà. Donc voilà un peu pour revenir sur la draft, hein, sur mes inquiétudes plus qu'autre chose, hein, parce qu'on sait que les provenants d'NXT sont jamais très très bien utilisés, même ceux qui viennent de la bonne génération, j'ai envie de dire, hein, comme Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Indy Hartwell, Candice LeRae, hein. The Way, tout simplement, est très mal utilisé, alors qu'ils ont fait partie de la grosse génération d'NXT. Donc voilà. Moi, quand on nous dit que des gens d'NXT vont au roster principal, je suis toujours inquiet, jusqu'à ce qu'on les voit exploser, chose qui est extrêmement rare depuis quelques années. On va donc conclure cette vidéo, hein, qui aurait pu être un peu plus courte si on n'avait pas parlé de la draft, mais je tenais à en parler quand même. Du coup, la semaine prochaine, pour se positionner côté nord-américain, on a Wesley contre Josh Briggs, hein, qui tous les deux pensent être légitimes dans la rivalité avec Obafemi pour obtenir le titre de NXT, enfin nord-américain. On aura un Super Session avec Trick Williams en invité pour la vérité qui se cache dans cette enveloppe. Bref, c'est assez intriguant. Dommage que la promo qui le mentionnait était nulle, mais en attendant, c'est quand même intriguant et j'ai hâte de voir ça.
Parce que un mec clean comme Trick Williams, je vois pas ce qu'il peut y avoir à lui reprocher. Enfin, du moins, clean dans son personnage. Et on aura un match de championnat pour Roxanne Perez. D'ailleurs, Roxanne Perez qui est venue se plaindre auprès d'Avarain, qui est en mode oui, moi j'ai pas été choisi dans la draft. Nanana. Alors, ça, il est très chiant son personnage. Toujours en train de se plaindre de tout et n'importe quoi. Et comme Avarain lui dit, oui, c'est normal. La draft, les règles, c'est les champions ne changent pas de brand, donc bah t'es devenue championne, tu restes là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, elle aura un match de championnat la semaine prochaine contre Chelsea Green. Oui, Chelsea Green qui aura un match de championnat pour le titre de NXT. Bon, on verra ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup Chelsea Green, elle me fait marrer. Voilà, dès que Chelsea Green est là, moi je m'amuse. Alors pas forcément que dans le roster principal, enfin pas que à NXT, parce qu'on la voit surtout dans le roster principal. Mais à chaque fois que je la vois, que ce soit le Royal Rumble, les trucs comme ça, elle me fait marrer. En termes de personnage, elle maîtrise à fond le personnage comique. Après dans le ring, je l'ai jamais vu en 1 contre 1, donc on verra ce que ça donne. Donc d'un côté j'ai assez hâte et en même temps je me dis ça peut être une catastrophe comme ça peut être très bien, donc on verra ce que ça donne. Du coup on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de NXT Spring Breaking Week 2. Moi personnellement j'étais énormément déçu. J'ai trouvé que la semaine dernière l'épisode était beaucoup mieux et en fait le seul moment que j'ai envie de retourner à cet épisode c'est le retour de Wesley. Qui ça par contre ça a été un vrai régal. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire et sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.